Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Cette semaine, à nouveau, une pile assez importante de livres lus ou poursuivis ou même parfois à peine commencés. Et donc je vais parler de manière assez libre de ces livres qui sont très variés. Donc on va sauter du coq à l'âne, on va essayer de faire ce petit bilan hebdomadaire de lecture, encore une fois, avec vraiment des choses variées. Donc le fil rouge, il est difficile à trouver. J'en avais un qui me venait à l'esprit dans cette série-là, mais peut-être que c'est tiré par les cheveux que je n'ai pas. C'est le thème de la folie. Il y a une certaine folie dans les livres, en général, peut-être, mais dans ces livres-là en particulier, dans ce tas-là, une folie parfois qui est manifeste et qui est celle des auteurs eux-mêmes, parfois qui est thématisée, parfois qui est quelque part dans le contenu du livre. Alors, je vais essayer de tirer ce fil-là, en commençant peut-être justement par l'auteur le plus évidemment associé à la folie dans cette pile. Ici, c'est Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, dont j'ai lu en particulier cette semaine Aurélia, précédée d'une nouvelle qui n'est déjà plus dans Les Filles du Feu, qui s'appelle La Pandora, qui n'est pas encore non plus cette Aurélia. Aurélia qui est un roman, une sorte de roman, mais qui raconte les moments de folie de Gérard de Nerval lui-même, certaines hallucinations ou certains moments où il se retrouve dans une forme de délire et qu'il raconte pourtant avec lucidité. Par exemple, dans le chapitre 4, voilà ce qu'on peut lire. Un soir, je crus avec certitude être transporté sur les bords du Rhin qu'il avait fréquenté auparavant. En face de moi se trouvaient des rocs sinistres dont la perspective s'ébauchait dans l'ombre. J'entrai dans une maison riante dont un rayon du soleil couchant traversait gaiement les contrevents verts que festonnait la vigne. Il me semblait que je rentrais dans une demeure connue, celle d'un oncle maternel, peintre flamand mort depuis plus d'un siècle. Les tableaux ébauchés étaient suspendus çà et là. L'un d'eux représentait la fée célèbre de ce rivage. Une vieille servante que j'appelais Marguerite et qu'il me semblait connaître depuis l'enfance me dit « N'allez-vous pas vous mettre sur le lit ? Car vous venez de loin et votre oncle rentrera tard. On vous réveillera pour souper. » Je m'étendis sur un lit à colonnes drapé de perses à grandes fleurs rouges. Il y avait en face de moi une horloge rustique accrochée au mur, et sur cette horloge, un oiseau qui se mit à parler comme une personne. Et j'avais l'idée que l'âme de mon aïeul était dans cet oiseau. Voilà la folie qui s'ébauche, ou quelque chose qui pourrait ressembler à un rêve ici. Mais je ne m'étonnais pas plus de son langage et de sa forme que de me voir comme transporté d'un siècle en arrière. La folie qui emporte par moments, bien sûr, Gérard de Nerval, folie que ce livre Aurélia raconte tout en racontant une guérison, mais guérison qu'on ne sait pas vraiment évaluer, qui ne s'avérera pas définitive. On sait la fin terrible de Nerval, la rechute et le suicide de Nerval. Et ces moments de folie sont aussi liés à cette culture, notamment de l'Orient. Le voyage en Orient, je ne l'ai pas encore lu, il est dans la Pléiade suivante, je crois, de Nerval, mais où tout d'un coup, il se retrouve avec des personnages mythologiques et à élaborer une sorte de système quasi religieux, avec des miracles. Qui donc avait fait ce miracle ? Une déesse rayonnante guidait
Dans ces nouveaux avatars, l'évolution rapide des humains, il s'établit alors une distinction de races qui, partant de l'ordre des oiseaux, comprenait aussi les bêtes, les poissons et les reptiles. C'étaient les dives, les péris, les ondins et les salamandres. Chaque fois qu'un de ces êtres mourait, il renaissait aussitôt sous une forme plus belle et chantait la gloire des dieux. Voilà l'un des autres délires de ce livre Aurélia de Gérard de Nerval, qui évidemment a ceci d'assez fascinant que on a l'impression qu'il est déjà de l'ordre peut-être du surréalisme, de ces gens qui ensuite donneront tellement de sens à leurs rêves, mais qu'il est encore dans une vision très religieuse des choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et dont je reparlerai, c'est que dans la suite de cette vieille Pléiade, je ne sais pas s'il y en a une plus récente, de Gérard de Nerval, on a toute une série qui s'appelle Fragments, où il y a une première version d'Aurélia, et pourtant ce livre-là est-il terminé ou pas? Il semblerait que oui, mais peut-être, on ne sait pas. Il y a quelque chose toujours qui n'est pas très ordonné dans l'œuvre de Nerval, qui fait aussi son intérêt d'ailleurs. Mais il y a des fragments d'une première version, etc. Donc je vais continuer à explorer la folie de Nerval, mais aussi la puissance de son verbe, la poésie de sa folie, avec ces animaux présents. Alors, pour continuer dans des œuvres qui mettent en partie en scène la folie, il y a aussi, dans les choses que j'ai terminées, ce Calvaire des chiens, Berlin 1988, de François Bon, qui, là aussi, met en scène, en tout cas, là, j'ai lu le dernier chapitre, le 7e de Calvaire des chiens, avec là aussi des personnages qui semblent sortis d'un asile de fous, ce qu'on appelait au temps de Nerval ainsi, et peut-être encore au temps du début de la carrière de François Bon, où vous avez ces gens étranges, le maître des chiens. Et puis, l'histoire se termine sans se terminer, vraiment comme chez Nerval. Et puis, il y a ce personnage de Jean Barbin, personnage qu'on connaît par les vidéos de François Bon, qui lui aussi a un aspect peut-être proche de la folie. Et je vais juste lire la fin. Comment terminé. Barbin, je pensais, on se connaissait depuis la terminale à Poitiers, lycée Camille Guérin. Sa maison inhabitée tout le long de ses 19 mois à Berlin restait humide. Ça va s'arranger, me dit Barbin, je vais aérer. Maintenant que je suis installé pour bosser, c'est l'idéal. Mais chaque après-midi, il passait de chez lui à chez moi, et sous prétexte de boire un café, je l'avais 5 heures d'affilée. Au moins, tout seul, ici, sa thèse, elle avance, remarquait-il à chaque fois. Et finalement, voilà, c'est moi qui me retrouve à écrire son histoire, comme si c'était moi et pas lui, Jean Barbin, qui était parti tenter sa chance à Berlin dans le cinéma. Là, une sorte de double personnalité qui se crée. Et pour la fin de l'histoire, tu vois, si je fais ce livre, me dit Barbin, qui donc ne l'a pas fait, le livre, l'image enfin d'Étienne Prosier ou Osier ou Brosier sur la marche du car qui le ramenait à la ville et l'hospice. La ville où Louis-Marie Armand attendait en prison, nous près de la voiture déjà chargée, repartons pour Roissy puis Berlin. 1000 autres petites joyeusetés, mademoiselle, et santé, bonheur et prospérité, le paradis à la fin de vos jours. Comment une dernière fois avait sonné sa voix, me dit Barbin. Bonsoir messieurs, ne pensez pas tant à mes fautes que vous ne pensez bien aux vôtres, bigre, pardonnez-moi.
pardonnez-moi, je ne sais pas exactement comment prononcer cela, mais voilà, il y a quelque chose aussi d'une folie verbale dans cette écriture-là, folie maîtrisée, comme celle de Nerval. Nerval écrit quand il est lucide, et je n'ose pas aller prétendre que François Bon ne serait pas lucide. Il est, je pense au contraire, extrêmement conscient de ce qu'il fait. Autre personnage, pour continuer dans cette galerie de portraits de fous, même si la folie n'est qu'une question de point de vue, il y a sans doute là quelqu'un qui pourrait peut-être faire le lien entre les deux premiers livres. Je ne les ai pas pris dans l'ordre chronologique. C'est Samuel Beckett. Samuel Beckett, dont j'ai lu ce petit livre, Tête morte. Tête morte avec plusieurs histoires, d'un ouvrage abandonné, assez, imagination morte imaginée, Bing, et puis sang. Et là aussi, des êtres étrangement abstraits, tout en étant des corps, se meuvent sans qu'on comprenne ce qu'ils font et pourquoi ils le font, dans une sorte de monde où l'on insiste sur leur blancheur, leur transparence presque, et puis la langue qui, petit à petit, s'efface. Et ce qui est intéressant dans la lecture suivie de ces 5 textes qui sont, eux, placés dans un ordre chronologique. Le premier, qui s'appelle « D'un ouvrage abandonné », a été écrit en 1957, puis assez en 1966, et puis on continue à avancer, 65. Alors on revient en arrière avec le suivant, Imagination morte imaginée, et Bing, c'est là aussi les années 60, 66 encore, et puis ce son qui lui date de 69. Donc on a un texte plus ancien, ça se sent qu'il est plus ancien. Petit à petit, dans ces différents textes, le langage qui, au début, est encore structuré, les phrases sont encore des phrases telles qu'on a l'habitude de les lire, même si ce qui est décrit est mystérieux, petit à petit, la phrase même devient beaucoup plus saccadée, beaucoup plus empêchée par, parfois, des mots, le titre Bing par exemple, qui vient interrompre la phrase parfois. Voilà ce que ça dit au début, dans le premier texte d'un ouvrage abandonné. Debout au petit matin ce jour-là, j'étais jeune alors dans un état, et dehors ma mère pendue à la fenêtre en chemise de nuit, pleurant et gesticulant. Beau matin frais, clair, trop tôt, comme si souvent, mais alors dans un état très violent. Le ciel allait bientôt foncer et la pluie tombait et tombait toujours toute la journée jusqu'au soir. Voilà comment commence le premier texte, et puis petit à petit, ça mincit, ça ôte toutes les scories de phrases, presque comme si on voulait aller à l'os, à l'essentiel. Par exemple, voilà comment commence Bing. Tout su, tout blanc, corps nu, blanc 1 mètre jambes, collé comme cousu. Lumière, chaleur, sol blanc, 1 mètre carré jamais vu. Mur blanc, 1 mètre sur 2, plafond blanc, 1 mètre carré jamais vu. Corps nu, blanc, fixe, seul, les yeux à peine. Trace fouillis, gris pâle, presque blanc sur blanc. Main pendue, ouverte, creux, face, pied blanc, talon joint, angle droit. Lumière, chaleur, face blanche rayonnante. Corps nu, blanc, fixe, hop, fixe ailleurs. D'un coup, ce hop qui vient, comme si pour relancer la machine.
Trace fouillis, signe sans sens, gris pâle, presque blanc. Corps nu blanc, fixe, invisible, blanc sur blanc. Seuls les yeux à peine bleu pâle, presque blanc. Tête boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc, fixe, face, silence, dedans. Bref, murmure à peine, presque jamais, tous sus. Trace fouillis, signe sans sens, gris pâle, presque blanc sur blanc. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a plus de verbe, il n'y a plus de... Non pas qu'il n'y a plus de phrases, mais il n'y a plus de verbe, il n'y a plus que les choses qui sont là, présentées devant nous, ce blanc et ces corps, mais on peine à les saisir parce qu'on ne nous les décrit pas, on nous les dit. On nous les dit sans verbe, sans mouvement, et pourtant il y a quand même du mouvement. Et donc, là, il y a une sorte de travail sur la langue qui est extrêmement fort et qui permet de ramasser l'écriture, d'en faire quelque chose de plus en plus dense, mais aussi d'une abstraction qui pourtant est toujours en train de parler de corps. Ruine, vrai refuge enfin, vers lequel, d'aussi loin, partons de faux. Lointain, sans fin, terre, ciel confondu, pas un bruit, rien qui bouge. Face grise d'œufs, bleu pâle, petit corps, cœur battant, seul debout. Éteint, ouvert, quatre pans, à la renverse, vrai refuge, sans issue. Ça c'est le début de sans, le dernier de ces textes. Sans, on enlève, on enlève. On enlève, on ne fait qu'enlever. C'est peut-être justement le contraire de ce qui se passe chez James Ellroy, que je poursuis vaille que vaille. Les 900 pages du 3e volume de cette trilogie, les 2 précédents faisaient aussi plus de 900 pages, celui-ci fait 923 pages, et j'en suis à plus de la moitié quand même, à la page 571, au chapitre 76. Donc j'avance, mais alors là, le langage fourmille, et même si les phrases sont courtes, mais elles sont très loin du style de Samuel Beckett qu'on vient de voir, parce qu'on a un nombre extrêmement important de personnages, alors que chez Beckett, il y a toujours même pas des personnages, des corps. Un corps ou deux corps peut-être, qui se confondent plus ou moins, on ne sait pas trop, ils sont blanc sur blanc, il y a des bouts de corps qui sont là, on voit rien. Chez James Ellroy, on nous raconte quand même des histoires sous un fond historique, avec les liens extrêmement complexes entre différents personnages, qui tirent les ficelles, mais sans savoir où sont les liens, les nœuds. Et peut-être en tirant une ficelle d'un côté, on fait exactement le contraire que ce qu'on voulait faire. Donc on est dans un monde politico-criminel, avec la dimension policière aussi, dimension aussi des rapports entre les hommes et les femmes qui jouent un rôle plus important dans ce texte-là, avec des femmes qui justement sont celles qui tirent peut-être les ficelles, femmes généralement placées sur la route d'hommes qui ont des convictions très à droite, politiquement, alors que ces femmes, elles, sont très à gauche. Et pourtant, des relations amoureuses se nouent, relations dont on se demande si elles sont sincères, notamment du point de vue des femmes qui semblent très manipulatrices, qui écrivent, par exemple pour l'une d'entre elles, un journal intime, ou même pas un journal intime, 2 journaux intimes. Un que l'homme avec qui elle couche et qu'elle prétend aimer, peut-être l'aime-t-elle vraiment d'ailleurs, qui est un des pires types du FBI qui fait les sales besognes et qui clairement a des opinions racistes, etc. Et
elle lui fait donc croire qu'elle tient un journal intime, mais il y en a un autre de journal intime qui n'est pas celui que lui lit. Et donc, on lit, nous, le journal intime réel, peut-être, ou peut-être qu'on se fait avoir aussi. Donc il y a tout un système extrêmement compliqué. On lit aussi les conversations des personnages, et puis on nous raconte du point de vue des différents personnages tout ce qui se passe. Là, on est dans les années 1960, fin des années 60. Le chapitre suivant, celui où j'en suis, se passe à Las Vegas, Los Angeles, République dominicaine, Haïti, 16 mai 1969, 8 mars 1970. Et donc, on entre dans la politique américaine, mais aussi dans ce qui se passe dans ces îles où on veut construire des casinos en République dominicaine. La République dominicaine est sur la même île que Haïti, et donc on va se retrouver aussi à certains moments en Haïti, avec toute la mythologie vaudou qui entre en ligne de compte, mais aussi toutes les questions à la fois racistes qui existent, les mafias qui se mêlent de tout ça, des gens qui vont dans les îles des Caraïbes pour aller scalper des communistes, donc qui se rapprochent de Cuba pour faire cela, etc. Donc tout ça est très complexe. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on s'y perd un peu. Et surtout, comme ça se prolonge, cette histoire-là, on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Et il me reste encore 350 pages. Alors que j'avance bien, j'ai l'impression, mais tout ça est extrêmement touffu. Beaucoup plus touffu que ce qu'on peut lire chez des gens comme Samuel Beckett. C'est une vision quasiment opposée à celle de Beckett, de la littérature, chez James Ellroy. Et puis, la folie, elle est dans les personnages qui très souvent prennent des drogues et sont au bord toujours du gouffre. Et donc, je vais continuer à lire ceci. J'en reparlerai puisqu'il n'est pas terminé. C'est un livre qui prend beaucoup de temps à lire, mais là je pense que comme j'ai fini pas mal de choses, là tous les 3 livres dont j'ai parlé avant, je les ai terminés. Alors il y a les fragments de Nerval, mais ça c'est peut-être une lecture qu'on peut faire de manière plus sporadique, tandis que là il faut avancer si on veut arriver une fois au bout. Donc je reparlerai de Underworld USA de James Ellroy. Folie, on continue. Alors folie liée à la politique. On en a dans un livre, alors là, qui lui va, non pas comme James Ellroy, s'appuyer sur l'histoire pour créer un roman, mais qui va vraiment enquêter sur l'histoire. Alors, s'agit-il de folie? Peut-être pas. Les Irresponsables de Johann Chapoutot. Qui a porté Hitler au pouvoir? Alors, on a souvent disserté sur la folie d'Hitler. Mais là, ce n'est pas la montée du nazisme, en fait, qui est le sujet de ce livre d'un historien spécialiste du nazisme, mais c'est plutôt ceux qui, dans la République de Weimar, donc qui a précédé l'arrivée du nazisme, ont permis son ascension, en montrant que c'est l'irresponsabilité de certains hommes politiques, de certains industriels, de certains responsables de médias qui ont permis et ont désiré l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de folie furieuse du peuple allemand qui n'a jamais élu Hitler, ça il faut le rappeler parce que c'est le genre de thèse qui circule. Ah, Hitler a été élu démocratiquement. Non, Hitler n'a jamais été élu démocratiquement. Il a participé à des élections où il a eu certains succès, mais jamais au point d'être élu chancelier. Il a été nommé chancelier parce que certains responsables le voulaient. Alors, j'en suis encore au début de ce livre sur les irresponsables, donc je ne vais pas m'y attarder très longtemps. J'y reviendrai la semaine prochaine où j'aurai peut-être moins de livres à traiter parce que
voilà, je pourrais faire le parallèle avec James Ellroy, il y aura peut-être encore autre chose, mais c'est pas sûr, parce que je vais me concentrer sur cette lecture-là. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Alors évidemment, ce que fait Johan Chapoutot, c'est des liens avec l'actualité, et qui sautent aux yeux, et quand on lit certaines phrases, on se dit « Ah mais tiens, ça se passe comme ça aussi aujourd'hui », ce qui est très très inquiétant. Et donc, voilà, je lis ça avec beaucoup d'intérêt, même si je pense qu'il est dangereux de trop surestimer les parallèles. L'histoire de 1932-33, mais là c'est 32 plutôt, 31, 32, c'est avant ce qu'on connaît peut-être mieux. Eh bien, de dire aujourd'hui c'est la même chose, c'est jamais juste, c'est jamais totalement faux. Voilà, par exemple, ce qui est écrit à la fin de l'introduction. Le témoignage du banquier Kurt von Schröder, si pertinemment proposé comme étude de document par le manuel Belin. Il fait une petite étude des différents manuels qui sont utilisés aujourd'hui et qui parlent très peu de Weimar, mais du nazisme comme surgi quasiment de nulle part. Disait pourtant, donc ce témoignage disait pourtant l'essentiel, tout ce qu'une abondante recherche avait déjà montré dans les années 1970 et tout ce qu'elle a confirmé depuis l'arrivée des nazis au pouvoir procéda d'un choix, d'un calcul et d'un pari. Choix des élites économiques, industrielles, financiers, assureurs, et patrimoniales, rentiers, actionnaires, Besitzbürgertum, bourgeoisie possédante en allemand. Calcul d'une rationalité froide. Et c'est là qu'on voit que parfois la folie est née de la rationalité froide. Face au gain continu du Parti communiste, un parti révolutionnaire qui ambitionnait de faire advenir à court ou moyen terme une Allemagne soviétique, Sowjetdeutschland, la force militante du NSDAP, donc des partis nazis, et les rangs fournis de ces milices, les 400 000 hommes de la SA et les 30 000 membres de la SS, offraient un contrepoids rassurant qu'il fallait à tout prix mettre au service d'une défense résolue de l'ordre social et économique. Paris enfin, les nazis étant inexpérimentés, les flanquer de politiciens madrés et éprouvés permettrait de les domestiquer dans le cadre d'un pouvoir partagé dans un gouvernement de coalition. Évidemment, c'était un calcul d'une rationalité froide et qui s'est avéré complètement faux et complètement fou, en fait. Alors je vais poursuivre cette lecture, là je suis dans le premier chapitre qui s'appelle « L'austérité au pouvoir, la saignée du docteur Brüning », avec ses politiques d'austérité présentées comme inéluctables, mais qui ne marchent pas, en tout cas pas dans ce contexte-là. Mais continuons notre parcours des livres lus cette semaine, il nous en reste 2 qui nous renvoient cette fois à de la bande dessinée. Alors 2, quand je dis 2, c'est en fait plus que 2 parce que j'ai lu 4 tomes ici de Soda de Gazzotti et Tom. J'ai lu Lève-toi et meurs, puis Tu es en paix et délivre-nous du mal. Dieu seul le sait, on comprend bien qu'on est dans un monde religion, mais toujours avec ce personnage de Soda qui est un flic new-yorkais qui n'ose pas dire à sa maman qu'il est flic et qui se fait donc passer pour un pasteur. Et donc il y a un plaisir assez continu à lire ce bouquin-là qui est à la fois plein de violence, là, regardez les images de choses qui explosent, etc. Et puis avec cette tendresse pour cette maman, finalement, à qui l'on cache, alors sa honte d'être policier, alors qu'on pourrait se dire que c'est un métier plutôt valorisé, mais le père était policier, et d'ailleurs il y a dans un des volumes, qu'il faudrait que je retrouve, je ne sais plus lequel c'est, où il retourne précisément sur les lieux, voilà, c'est dans « Et délivre-nous du mal », sur les lieux de sa jeunesse. Donc il quitte New York, il part avec
sa maman et il retourne dans le bled paumé d'où il vient, mais tout ne se passe pas de manière extrêmement calme. Et donc, évidemment, notre ami Soda va vivre plein d'aventures avec ce mélange policier, religieux qui est très intéressant. Et la religion est aussi présente dans l'autre livre, l'autre bande dessinée que j'ai lue cette semaine, qui est une bande dessinée signée Book, le petit pape Pie 314 arrondit les angles. Et là, il y a non pas de la folie aussi quand même, mais il y a surtout un jeu assez drôle sur la géométrie et ce petit pape à qui il arrive plein d'aventures, qui va par exemple tourner en rond sur son petit vélo. Pourquoi ? Mais que fait notre Saint-Père, se demandent les cardinaux. Sa sainteté Pie 314 est en train de nous préparer une circonférence épiscopale. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. En matière de circonférence, il a l'air d'en connaître un rayon. Bon, il y a plein de jeux de mots de ce type-là dans ce livre-là. Surtout, monseigneur Gontran, restez bien à votre place, vous êtes mon épicentre. Allez-y mollo, très Saint-Père, n'allez pas vous centrifuger la santé. Donc il va faire des ronds, puis après il y aura un petit problème, c'est que la Terre est devenue carrée, elle n'est plus ronde. Et que faire ? Elle risque de se transformer en Rubik's Cube. Donc on voit bien qu'ici, tout ça est de l'ordre de l'absurde. Alors on va aller chercher, ramasser toutes les racines carrées des plantes. On va essayer de regonfler la terre pour qu'elle redevienne ronde. On va même chercher un endroit qui s'appelle le trou du cul du monde, qui va permettre justement, grâce à une espèce de pompe, de regonfler la planète Terre, de la rendre à nouveau ronde. Là, voilà les racines carrées qui ont été cueillies. C'est les racines carrées des pissenlits, je crois, que évidemment on mange par la racine, mais qui sont envahissantes. Alors il y a les sœurs qui s'appellent les sœurs. Elles ont un nom spécial. Voilà, les sœurs tricoteuses de la rédemption. Et donc, qui tricotent un pull qu'on va mettre sur la basilique Saint-Pierre. Donc, vous voyez que ça part vraiment dans des directions assez dingues. Les enfants deviennent carrés. Vous avez aussi ça, des petits enfants carrés avec des femmes enceintes, avec des ventres carrés. Bref, tout ça est sans queue ni tête, mais toujours autour de la religion. Et le pape va se faire tatouer, mais comme c'est un petit pape, il peut pas être tatoué en Dieu ou en Adam, alors il se met entre deux. Ou alors, la papa mobile, à un moment donné, va rétrécir et même être décoré par des jeunes. Bref, le petit pape Pie 314 est tout à fait délicieux. On rêverait d'un pape comme celui-là, beaucoup plus marrant que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et puis on rêverait de gens comme ça un peu au pouvoir, quoi, des excentriques et des fous. Mais la folie n'est pas donnée à tout le monde. Et souvent, ce sont les irresponsables qui sont au pouvoir. Voilà ce que je pouvais dire de manière très désordonnée sur les livres que j'ai lus cette semaine. Il y en a beaucoup, donc forcément je dis peu de choses sur chacun d'entre eux, mais ça me permet de mettre, non pas de l'ordre, mais de la réflexion, ou en tout cas de revenir un tout petit peu sur ces livres avant, pour certains, de les laisser de côté. Pour d'autres, d'en reparler la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.